curieux. Actuellement, nous sommes à l'école Saint-Arsène et mon nom est Paul. Je serai votre animateur pour cet épisode. Aujourd'hui, on va vous parler des personnages légendaires du Québec. Nous allons vous parler de divers personnages de ce sujet avec nos journalistes préférés. C'est parti, bonne écoute. Maintenant, Léo va nous parler d'un personnage fabuleux. À toi la parole. Saviez-vous qu'un seul soldat a réussi à lui seul à déstabiliser une ville entière qui était sous l'oppression allemande et qui pourtant n'est pas si connue? Né le 23 janvier 1921, Léo Major est né. C'est après une enfance difficile qu'il décide en 1940 de s'embaucher dans l'armée à l'âge de 19 ans. 2 jours après son embauchement, il décidera d'aller dans le régiment La Chaudière pour aller se battre en Europe. Le 13 avril 1945, c'est là qu'il a fait son exploit le plus connu. Le commandant demanda 2 personnes pour infiltrer la ville de Zwolle, pour aller repérer les troupes allemandes. Et ce fut Léo Major et son compagnon d'armes Wilfrid Arsenault qui y sont allés. Sur un chemin de fer, Wilfrid Arsenault, pensant être repéré, se mettait à plat ventre. Un sac de grenades fit un peu de bruit et donc se fit tirer dessus, ce qui causa sa mort. Léo, désespéré, continua sa mission seul. Il parcourut les rues de Zwolle seul en semant la panique, en mitraillant et en lançant des grenades de chaque bord. Ça marcha tellement bien que les Allemands crurent à une invasion canadienne. Après ça, Major ramena des groupes de nazis au régiment de la Chaudière qui les font prisonniers. C'est ensuite que Léon Major mit feu au quartier général de la Gestapo et ramena son commandant en prisonnier. Il ramena le corps de Wilfrid et dit à son colonel que Zwolle est libéré. Léon Major décéda le 12 octobre 2008. Il était seul et pourtant il réussit à délivrer 50 000 personnes. Maintenant, je passe la parole à Alexis Marsan qui va nous parler de Dieu Montferrand. Connaissez-vous le plus célèbre bûcheron du Québec? Eh bien, c'est votre jour de chance, parce que je vais vous parler du grand et célèbre Jean Montferrand, par son vrai nom Joseph Favre. Né le 25 octobre 1802 et décédé le 4 octobre 1864. Il a battu des attroupements de bûcherons de très grande taille. Saviez-vous qu'à 16 ans, le jeune Joe se mesurait contre des boxeurs de haut niveau sur le champ de Mars? De plus, selon un balado, un jour, il faisait un combat et utilisait un ennemi comme massue pour éloigner les autres ennemis et pour protéger ses camarades. Saviez-vous qu'aux États-Unis, on l'appelle sous le nom de Big Joe Moffran ou de Big Joe Moffran? Il est aussi connu pour ses exploits et reconnu partout où l'on parlait français en Amérique. Aussi, il est connu pour sa force physique, son endurance et son incroyable courage. De plus, en 1818, il travaille comme charretier au port de Montréal. La même année, il devient champion canadien de boxe en remportant un combat de boxe anglaise. 2 ans plus tard, il devient le bras droit du bûcheron Baxter Bowman et il se marie en 1852 et prit sa retraite de boxeur vers 1857. Après le décès de sa femme en 1863, il se remarie l'année suivante. Le palais de justice de Gatineau est nommé édifice Joe Montferrand en son honneur en 2009. Merci, Alexis. Maintenant, je passe la parole à Samuel qui va nous parler du Grand Antonio. Bonjour, vous connaissez sûrement le Grand Antonio par le fait qu'il a tiré des autobus avec ses cheveux. Restez à l'écoute car je vais vous en apprendre plus que ce que vous pensez. Vous savez, le Grand Antonio est mort d'une crise cardiaque sur un banc à Beaubien. Ils ont mis une plaque en métal fixée sur le banc pour lui faire hommage. Il est né en 1925 et il est mort en 2003. Donc, il avait 78 ans. Il était une personne très connue et avait beaucoup d'argent. Mais malheureusement, il a tout perdu en un clin d'œil. Et il a fini à la rue. Il était connu comme un lutteur et un homme fort. Sa taille est de 6 pieds 4, une taille très grande. Ses exploits, il ne les a présentés pas juste au Québec, mais aussi au Japon, dans les années 70. Il a aussi tiré un autobus avec une chaîne autour de lui. Il était aussi nommé le géant de Rosemont. Les gens le nommaient aussi la légende des trottoirs. En plus, à la fin de sa vie, il donnait des cartes de ses exploits passés dans sa jeunesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toi, Samuel. Maintenant, je passe la parole à Anaë qui va nous parler d'Alexis le Trotteur.
Savez-vous qu'un homme a déjà laissé son cadavre plus de 30 ans dans le musée de la pulperie à Chicoutimi? Bonjour, je m'appelle Anaé et aujourd'hui je vais vous parler d'Alexis Lapointe, aussi appelé Alexis le Trotteur. Alexis, né le 4 juin 1860 et mort le 12 janvier 1924, il est originaire de Saint-Étienne-de-la-Malbaie, Clermont, à Charlevoix. Il est venu d'une famille de 14 enfants et a quitté la maison paternelle à exactement 18 ans pour aller travailler sur un pont. Saviez-vous qu'Alexis a aussi fait le passe-temps de courrier grâce à son incroyable vitesse? Les exploits attribués à Alexis Lapointe, dit le Trotteur, sont innombrables. Tout d'abord comme coureur, mais aussi comme sauteur et danseur. Il n'est cependant pas doué sur le plan de l'intelligence. Ses contemporains le considèrent au mieux comme un naïf, le plus souvent comme un simple d'esprit. Il compense largement cette faiblesse grâce à ses exploits physiques. Il n'occupera jamais d'emploi régulier, sauf peut-être celui de constructeur de four à pain. Un faible notoire lui est attribué envers la gent féminine, mais il demeure pourtant célibataire toute sa vie. Le nombre de ses courses contre des chevaux est incalculable. Le plus souvent, ce sont des propriétaires de chevaux qui invitent Alexis à courir contre leurs meilleurs chevaux trotteurs. Alexis l'emporte presque toujours. Il bat entre autres le magnifique trotteur du seigneur Dougan de la Malbaie. Alexis court aussi parfois contre des bateaux. Parti en même temps qu'un navire de croisière à Pointe-au-Pic, il est sur le quai de Chicoutimi pour l'accueillir lors de son arrivée. Alexis est aussi capable de bonds prodigieux et il danse des soirées entières sans se fatiguer. Il joue des airs endiablés sur sa grosse harmonica double sans s'essouffler. Il dépasse des trains, des vélos, des autos qui commencent à apparaître au début du XXe siècle. Mais où se trouve la vérité au sujet de ses exploits? Bonne question. Personne ne sait où se trouve la vérité sur ce mystérieux Alexis. La rumeur populaire fait du trotteur une véritable légende, et l'exagération se pointe très vite dans les récits racontant les exploits d'Alexis Lapointe. Et si jamais vous allez à Québec, arrêtez-vous au cimetière de Clermont sous le Grand Chêne. Merci, Anaï. Maintenant, je passe la parole à Édouard Lescaut qui va nous parler de Marie-Joseph Corriveau. Saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, ici même au Québec, une soi-disant sorcière a été pendue pour avoir tué son mari? Eh oui, il s'agit de Marie-Joseph Corriveau, aussi appelée la Corriveau. Marie-Joseph Corriveau est née à Saint-Vallier de Bellechasse en 1733. À l'âge de 16 ans, elle se marie avec son voisin qui porte le nom de Charles Bouchard. Ils auront ensuite 3 enfants. Malheureusement, celui-ci meurt en 1760 de la fièvre. Après la bataille des plaines d'Abraham en 1759 et un an plus tard, la capitulation de Montréal, les Britanniques ont pris le contrôle de la colonie. Ceux-ci ont aussi mis le feu à plusieurs bâtisses et ont détruit des récoltes. 18 mois plus tard, Marie-Joseph Corriveau se remarie avec Louis Dodier, qui, tout comme Charles Bouchard, est un cultivateur. Regrettablement, la relation entre Joseph Corriveau, le père de Marie, et Louis Dodier est très désagréable. Ils s'entendent très mal, ils s'insultent, ils se menacent et ils vont même jusqu'à se battre, ce qui amène Marie-Joseph Corriveau à essayer de fuir leur maison à plusieurs reprises. Un matin, plus précisément le 27 janvier 1763, on retrouve Louis Dodier mort dans sa grange. On suppose ensuite qu'il est mort piétiné par ses propres chevaux pour garder la bonne réputation de la famille Corriveau. Plusieurs des villageois soupçonnent le père de la Corriveau d'avoir tué Louis Dodier. Selon le Journal de Québec, la rumeur plutôt courante oblige James Murray, qui est le gouverneur, à faire exhumer le corps de Dodier. On a fait ensuite examiner les blessures et finalement, Joseph Corriveau, les blessures n'ont pas pu être infligées par une ruade de cheval. Joseph Corriveau est arrêté ainsi que sa fille accusée de complicité. Les 2 accusés subissent un procès. Joseph Corriveau est condamné à être pendu. Toutefois, les sentences ne seront pas exécutées. Par un étrange concours de circonstances, le père est finalement innocenté et libéré. C'est sa fille qui écope de la peine de mort après des aveux obtenus dans des circonstances douteuses. Elle sera pendue le 18 avril 1763 à Québec et ensuite exposée publiquement dans une cage de métal. Merci Edouard et surtout merci à tous les journalistes qui ont présenté et surtout merci au public qui avait écouté.